Alors, je vais présenter nos quatre invités. Alors, d'abord, on va commencer par Philippe Cahen. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un prospectiviste, voilà, c'est-à-dire que vous essayez d'imaginer le futur pour des entreprises, des organisations. Et dans votre dernier ouvrage, Les secrets de la prospective par les signaux faibles, vous essayez avec du recul et parfois un peu d'ironie, c'est même très drôle de revenir sur plus de 10 ans de cette collecte de signaux faibles que vous réalisez quasiment au quotidien. Et parfois le futur, vous aussi, vous passez à côté, non? Oui, régulièrement. On passe à côté de plein de choses, oui. Ne serait-ce par exemple le SMS qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, il n'était pas prévu du tout. L'envahissement de la Crimée il y a 6 mois, on n'y pensait pas. Donc on est dans un monde qui est sans arrêt en train de nous surprendre. Le drive qui existe depuis 5-6 ans, il y a 8 ans, on n'y pensait pas. D'accord. Et des signaux faibles comme ça, vous en avez repéré beaucoup. Christian Gattard, vous êtes sociologue et fondateur de Christian Gattard et compagnie. Donc c'est un institut que vous définissez comme étant dédié aux études créatives et de recherche prospective, vous aussi. Vous avez publié plusieurs ouvrages dont le dernier est intitulé Mythologie du futur. Et dans cet ouvrage, vous nous interpellez avec des tas de questions amusantes et à l'image d'une espèce d'interrogation, et moi qui m'a beaucoup fait rire, c'est un bon prospectiviste est-il un prospectiviste vivant? C'est quoi la réponse? La réponse c'est plutôt oui, c'est-à-dire que quand vous nous on est rassurez. vivant, oui, quand on est vivant, on est en quête en permanence de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça qui compte. Il y a des morts qui parlent encore, bien entendu. Xavier Louillot, vous êtes, alors je vais essayer de ne pas me tromper, parce que vous avez un titre un peu lourd, senior vice-président IMIA Marketing, Luxury et Upscale Brands chez Accor. Et vous avez une actualité très chargée puisque votre groupe a amorcé la semaine dernière sa transformation digitale. L'idée c'est quoi? C'est de se remettre dans le présent ou de se préparer à ce futur assez incertain quand même? Oui, tout d'abord, pour résumer, je suis hôtelier avant tout. Pour répondre à votre question, en fait, l'idée effectivement double. L'idée, c'est de mieux anticiper les attentes de nos clients par ce plan digital, également d'asseoir notre leadership en combinant à la fois l'expérience opérationnelle du groupe Accor, vu qu'on opère dans 92 pays, plus de 3600 hôtels, avec ce plan digital pour les clients, évidemment, mais également pour les collaborateurs et pour nos partenaires business, vu qu'on opère aussi beaucoup en managé et en franchisé pour leur simplifier la vie par rapport à leur parcours, donc, dont le parcours client, par rapport à également une mutation vers le mobile. Ça, c'est un des grands enjeux du plan digital et pour terminer, la personnalisation. Se simplifier la vie, personnalisée. Albert Asseraf, donc vous êtes directeur général stratégie, études et marketing chez JCDecaux. Donc cette triple casquette fait que vous intervenez, si j'ai bien compris, aussi bien dans la définition du présent qu'à essayer d'imaginer les futurs de vos activités, c'est cela? Et si j'ai bien compris, vous accompagnez le quotidien d'individus sur des longues périodes. Donc le futur, vous devez de l'imaginer en permanence. Oui, et vous avez raison de préciser sur de longues périodes, puisque si M. Dazzaro-Biondo précisait qu'il ne faisait jamais de business plan à plus de 2 ou 3 ans, visiblement, nous, on n'a pas le choix. Quand on a des contrats de 20 ou 25 ans, il faut imaginer à la fois les produits et services qui vont avoir une durée de vie aussi longue dans un monde en mutation permanente, avec des estimations économiques à ces échelles-là. Donc, en effet, il faut essayer de faire un peu de prospective plutôt de son vivant, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué si on le fait d'outre-tombe. Alors j'aimerais, messieurs, commencer par une question toute bête et redéfinir un peu ce qui nous anime sur cette journée. Philippe Cahen, s'il fallait tenter de redéfinir d'une phrase, attention, ce qu'est le marketing aujourd'hui, vous diriez quoi? Il n'ose pas parler. Quand j'ai commencé à bosser, c'est-à-dire au siècle dernier, le marketing, c'était à plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est à peut-être plus de 10 mois. Donc on est passé du marketing de masse au marketing individualisé, personnalisé. Donc c'est plus du tout le même marketing. Plus du tout. Christian Gattard, pourquoi des gens font ce métier? Après tout, pourquoi faire du marketing? Je pense vraiment que c'est pour participer à l'histoire du monde contemporain.
par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que disait Carlo tout à l'heure sur les notions de mesure, des notions techniques qui sont essentielles, je pense que les gens qui font du marketing sont en train d'écrire les contes populaires de demain à travers leurs produits. Et donc, ils ont une fonction de conteur aussi qui me semble capitale. Le conteur. Xavier Louillot, quand je vous ai demandé de me définir votre métier, vous m'avez déclaré « Mon métier, c'est de construire une œuvre singulière, unique, pour créer de la préférence au-delà de la raison. » Vous voyez, vous m'avez bien conté une belle histoire. C'est donc quelque part aussi comme entrer en religion, non? C'est vrai qu'en marketing, parfois, il y a déjà un vocabulaire qui peut être similaire à celui de la religion. C'est assez intéressant, curieux peut-être. On parle de culte du client, on parle de croyance. Peut-être qu'on est en communion, je ne sais pas. Mais je crois que beaucoup plus une religion, en fait, la chose marketing, si on peut parler de chose marketing, c'est plus de anticiper, plus prévoir, stimuler, adapter. Donc, je pense que c'est assez différent finalement d'une religion. Albert Asseraf, vous, de votre côté, vous m'avez parlé d'une vision panoramique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'avoir une vision panoramique et qu'est-ce que vous devez avoir constamment sous les yeux? Qu'est-ce que vous devez regarder? Je pense que tous les responsables, tous les directeurs marketing dans la salle ont vu de la même manière que nous évoluer leur métier. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un ultra spécialiste de son sujet, aujourd'hui, il faut impérativement avoir ce que j'appelle en effet une vision panoramique. Parce qu'au-delà de son propre métier, il faut connaître son environnement extrêmement large parce que le numérique aujourd'hui est en train d'impacter absolument toutes les dimensions de la société. C'est-à-dire que personne ne sera épargné et qu'on n'imagine sans doute pas encore quels sont les business models qui vont être totalement perturbés dans les mois et les années qui viennent. Et donc, on est obligé d'avoir cette vision panoramique, sinon on ne voit pas l'innovation, la concurrence arriver des bons endroits. Et donc c'est en ça que moi je dis qu'il faut avoir une vision absolument panoramique. Si je prends l'exemple de JC Decaux, c'est très simple, je pourrais me dire après tout, connaissons parfaitement notre concurrence immédiate. Mais c'est pas ça le sujet. Moi quand je vois monsieur, là encore, Dazzaro Biondo qui présente sa voiture, j'ai l'obligation de me dire, est-ce que demain une voiture sans chauffeur, parce que c'est bien ça le principe, c'est moins de contact pour des automobilistes qui vont faire autre chose que conduire, et donc que regarder les mobiliers urbains, et donc regarder les affiches. Et donc, de toute manière, on a cette obligation de se dire, est-ce que la Google Car demain vient pas impacter, d'une manière ou d'une autre, un métier dont on se dit, il en est franchement très loin. Voilà, c'est en ça que la vision panoramique me paraît indispensable pour voir vraiment les évolutions potentielles. Alors, si j'ai bien compris, alors je ne comprends pas toujours tout, mais pour avoir une vision des futurs de ce marketing, donc il faut faire de la prospective. Alors, Philippe Cahen, c'est quoi la prospective? Comment est-ce qu'on peut la définir? La prospective, c'est s'ouvrir au futur. C'est ce que vous aviez mis tout à l'heure, au futur au pluriel. C'est s'ouvrir au futur dans un temps dépassant l'imaginable. Et là, on rejoint ce que vous venez de dire. D'abord, voir les futurs, c'est de tous horizons. Dans un temps dépassant l'imaginable, c'est-à-dire dans un temps dépassant ce qu'on imagine qui va arriver. Je reprends la Google Car. La Google Car n'est sans doute qu'une étape par rapport à la disparition de la voiture individuelle. C'est juste, c'est faux, je ne sais pas. Mais la prospective va dans cette démarche-là. Et la Google Car, elle est pour dans 3 ans, 5 ans, mais peut-être que dans 15 ans, elle aura disparu. Un exercice très simple. Faisons le retour 1994, il y a 20 ans. IBM et Apple étaient quasiment en train de disparaître. Philips aussi d'ailleurs. Google n'était pas né. Imaginons le monde de dans 20 ans. Je vous laisse imaginer les réponses possibles. Alors, Christian Gattard, est-ce que vous pourriez revenir sur cette définition qui touche à la prospective de prolonger les courbes du présent? C'est assez sexy, ça, les courbes du présent, comme expression. C'est exactement l'enjeu que vient de définir Philippe. On commence à voir qu'il y a des évolutions, ces signaux faibles, pour aller vers une transformation de l'automobile. C'est vrai dans tous les cas de figure. Il y a en permanence des pistes qui s'ouvrent. Seulement, la prospective, elle a aussi pour fonction de dire attention, de mettre des signaux d'alerte en disant il peut y avoir
de véritables ruptures qui ne vont plus rien avoir à faire avec ces courbes. Les courbes du présent qui se prolongent finissent en zigzag. C'est tout l'enjeu de ce qu'on a appelé les signes noirs, ce que Taleb a appelé les signes noirs. Vous savez, au XVIe siècle, on pensait qu'il n'y avait de signes que blancs. Et puis on découvre en Australie des signes noirs. Donc il y a toute une rupture de la pensée qui se fait, de la pensée des sciences et de la pensée de la nature qui se fait autour de ça. Donc il faut avoir en permanence cette conscience que les courbes peuvent prendre d'autres chemins. Xavier Louillot, quand je vous ai demandé si vous aviez la tête dans le futur, votre réponse était que votre métier, c'était le présent, et le présent, c'est toujours le futur pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je prends ton micro, pardon. Deux choses par rapport à ça. C'est vrai que nos métiers de marketeurs, on travaille sur aujourd'hui et demain. C'est-à-dire qu'on est tous dans le run, hein, quels que soient les métiers qu'on fait de marketing, mais également on doit travailler sur demain. Donc il y a à la fois évidemment des outils, donc on connaît tous les sujets de l'analyse prédictive, etc. Mais ce qui est important également, et ce qui me paraît faire la différence de plusieurs grandes marques, c'est la notion de vision. Et c'est quelque chose qui m'interpelle énormément parce que c'est vrai qu'une vision, c'est quelque chose qui est très mobilisateur, en interne comme en externe, mais une vision aussi n'a de sens que si elle est appuyée derrière par une stratégie bien solide, sinon c'est une vision virtuelle. Bien, Albert Asseraf. Alors, selon vous, voir le futur, c'est intégrer ce que l'on n'imagine pas. Alors, comment vous vivez cette accélération, et là je vous cite encore, qui est au-delà de l'accélération? Alors, c'est quoi tout ça? Il ne faut pas croire tout ce que je dis, hein, parce que parfois je le dis un peu rapidement, mais en tout cas, pour la première question, qui est de dire voir ce que l'on n'imagine pas, parce que ça paraît un peu contradictoire, mais surtout, le sujet, c'est, et je pense que là encore, tous les dirigeants que nous sommes ici, nous avons cette obligation, c'est se dire, finalement, qu'est-ce qui peut m'arriver que je n'imagine pas du tout aujourd'hui et qui peut impacter mon business model. Parce que si c'est prévoir ce qui va arriver à court terme et qu'à peu près tout le monde voit, bon, très bien, c'est un premier pas, mais il est loin d'être suffisant. C'est qu'est-ce qui peut nous tomber dessus, et souvent on nous pose la question, qu'est-ce qui nous empêche de dormir? Ce qui nous empêche de dormir à titre professionnel, c'est ce qu'on n'a pas prévu du tout. Et c'est ça, aujourd'hui, le danger, c'est de ne pas voir ce qu'on n'a pas prévu du tout. Et donc, il faut essayer de prendre une forme de hauteur pour se mettre à la place de natifs, d'entreprises tout à fait innovantes, en se disant, si elles s'intéressaient à mon métier, qu'est-ce qu'elles pourraient imaginer que moi-même, je n'ai pas vu du tout? Et c'est en ça que cette accélération est permanente. C'est qu'à une époque, les cycles de vie des produits étaient relativement imaginables. On prévoyait sur des durées longues le cycle de vie avec une valeur à vie, on mesurait tout ça. Aujourd'hui, l'innovation est pratiquement quotidienne. Moi, comme vous, hein, je lis la presse tous les jours, il ne se passe pas un jour sans que, dans le secteur des médias, hein, qui m'occupe, il y ait des innovations majeures. Et je dis bien majeures. Et donc tout ça a un impact immédiat sur l'accélération des innovations chez les uns et chez les autres. Et donc, là encore, je reprends ce que disait monsieur de Google, c'est une innovation permanente. Aujourd'hui, l'innovation, elle est quotidienne, c'est-à-dire que c'est une posture qui doit être totalement intégrée au quotidien de l'entreprise à tous ses niveaux. On y reviendra peut-être. Je pense qu'en aucun cas, l'innovation n'est l'apanage de quelques personnes. C'est souvent une innovation d'entreprise et collaborative. Alors, autre question, c'est sur la vision. Alors, Christian Gattard, vous m'avez parlé de ce besoin permanent de contestation interne, j'aime bien ça, et d'aller voir toutes les cultures du monde. Est-ce que c'est ça, avoir une vision en 2014 ? En tout cas, ça participe de la compréhension du monde qui vient. J'appelle ça l'hybridation du monde. À force de traverser les continents, on voit à quel point nous sommes influencés par les cultures émergentes. C'est vrai de la Chine, mais c'est vrai de l'Afrique, c'est vrai de l'Amérique du Sud. Et en même temps, notre Europe continue absolument d'influencer le reste du monde. Cette hybridation, cette porosité entre les civilisations, elle est absolument fondamentale.
Puis le second point, le second éclairage qui me paraît important, c'est ce que j'appelle l'allégeance rebelle. L'allégeance rebelle, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire allégeance à un certain nombre de choses aujourd'hui, comme le réchauffement climatique, la puissance de Wall Street. Mais à l'intérieur de ce système, en l'intégrant et en le comprenant, il y a une rébellion qui se fait, cette rébellion qui crée de la rupture, qui est une forme de dimension artistique qu'il faut apporter pour voir. Moi, j'ai le sentiment que chacun d'entre nous, peut-être, chacun des gens qui font du marketing, ont une vision que j'appelle de l'artiste poly-industriel, parce qu'on n'est pas forcément à faire de la peinture ou de l'art conceptuel, mais dans la création que nous faisons en permanence des produits, il y a cette dimension artistique et qui est cette vision à la fois dans laquelle il y a de la rébellion nécessaire et puis de la compréhension du monde tel qu'il est aujourd'hui. Philippe Cahen, cet exercice de refaire sa vision, il faut fréquemment la renouveler, c'est un luxe ou une nécessité? Ah, c'est une nécessité, c'est un petit peu le temps dont on parlait tout à l'heure. Travailler sur une vision, c'est travailler sur la manière dont on voit les choses. Le prospectiviste, il ouvre, la vision, elle entre dans la stratégie, donc on ferme. Pour moi, il n'y a pas de prospective stratégique. On ne peut pas ouvrir et fermer à la fois. Sinon, on tape dans les mains, on est un gourou, je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas. Donc on est là sur un chemin qu'on est en train de suivre. Et ces chemins sont très souvent contestés, c'est ce que vous disiez. Je vais prendre deux exemples très simples. En 2008-2009, il n'y a pas longtemps, on n'arrêtait pas de parler du peak of Hubert. Le peak of Hubert, c'était le moment où on allait consommer autant de pétrole qu'on en avait déjà consommé. Aujourd'hui, ce mot n'est plus utilisé. On croule sous le pétrole, sous le carbone. Or, en 2008, on imaginait un monde sans pétrole. Et il était monté à 150 $, on l'imaginait à 200, à 300. Aujourd'hui, il est à 85. Entre-temps, il était même baissé à 35 $ le baril. Le deuxième point, parce que ça, c'est quelque chose qui nous semble loin, je voudrais prendre un deuxième point qui est intéressant pour les gens de marketing. Ce qu'on vient de vivre là, ce week-end, ce qu'on vit en ce moment, c'est les zadistes. Hein, le barrage de Sirvins. C'est ces jeunes Français djihadistes qui vont combattre en Syrie. Il est en train de se créer une nouvelle culture, une nouvelle génération. Or, le fait générationnel est fusionnel par rapport à ces gens-là. Comment vont-ils se transformer dans les années qui viennent? Que vont-ils devenir? Qu'est-ce que ça aura comme impact sur la pensée générale de notre société? Or ça, c'est quelque chose de nouveau. Ces zadistes, ça a 1 an. Ces djihadistes, ça a 6 mois. Qu'est-ce que ça aura comme impact sur notre société dans les temps qui viennent? Donc vous voyez, l'exercice de vision, il faut vraiment le faire tous les 2 ans. Je dirais presque au-delà de 2 ans, c'est trop tard. Albert Asseraf, chez JC2Co, comment vous faites pour penser un petit peu l'invention d'après? Et comment vous alimentez-vous pour tenter justement d'avoir une vision? Alors, pour JC2Co, puisque c'est votre question, moi j'ai souhaité mettre en place une cellule de veille mondiale qui a pour objectif d'observer tout ce qui peut se passer dans le monde autour des univers qui nous intéressent, la ville, les aéroports, les gares, les métros, mais aussi bien en termes de design que d'architecture, que de concept, que de nouvelles expériences clients, parce que c'est tout ça qui va construire pour nous les lieux de mobilité de demain. Et donc cette cellule passe finalement son temps sur Internet pour essayer d'observer tout ce qui pourrait représenter demain une forme de mobilier qui va répondre à des attentes qu'on commence à mesurer comme transversales. Je vous donne une illustration plus concrète. On change depuis quelques jours, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, les 2000 abribus de Paris, puisque nous avons reconduit pour 15 ans ce contrat. Donc on va enlever les 2000 abribus actuels pour en mettre 2000 nouveaux qui portent beaucoup d'innovations. Pour certains, ils auront des toits photovoltaïques, d'autres des toits végétalisés, 2000 ports USB pour recharger son portable, une centaine d'entre eux auront des écrans digitaux tactiles de contenu. Bref, des innovations majeures pour 15 ans. Je le rappelle, ce sont des contrats longs. Mais on est déjà sur la génération d'après pour un autre contrat, parce qu'il faut en permanence innover, et on voit déjà des choses. Parce que l'abribus qu'on installe maintenant, on l'a conçu il y a plusieurs mois, évidemment, à l'époque où on répondait à l'appel d'offres. Et donc il faut être dans un cycle d'observation permanent pour se dire comment je peux
non pas toujours inventer des choses, mais améliorer les choses existantes, parce que c'est ça aussi l'innovation, c'est voir différemment des choses existantes. Souvent on me dit, vous avez inventé le vélo en libre-service. Non, on l'a sans doute abordé de manière tout à fait différente, mais Michel Crépeau à La Rochelle en 77 avait inventé le vélo partagé. Donc il avait une vision déjà extrêmement intéressante de l'économie de fonctionnalité. Mais nous, on l'a totalement révolutionné par un accès 24/7, dématérialisé, et qui en fait le succès qu'on connaît. Xavier Louillot, quand on travaille dans un groupe présent aux quatre coins du monde, comme vous nous l'avez évoqué dès le départ, 92 pays, c'est ça, comment est-ce qu'on arrive à concilier à la fois une vision globale et une vision locale, pardon. C'est pas un exercice facile. Hein. Non, ce qu'on constate tout d'abord, c'est que, il y a néanmoins un phénomène de globalisation, donc ça c'est quelque chose qui est clair, qui est commun aux différents pays, cultures dans lesquels on opère, mais à la fois des opportunités qui sont liées à la résurgence des cultures locales. Donc, comment est-ce que on travaille sur ce sujet? En fait, c'est tout l'enjeu du travailler ensemble, c'est-à-dire c'est des enjeux d'organisation, je dirais, de structuration en fait des équipes marketing, à la fois dans les pays dans lesquels on opère et dont les pays qui pour nous offrent des belles opportunités. Vous avez mentionné l'Afrique, évidemment. Je pense également à des pays comme l'Indonésie, dont on ne parle pas, je pense, assez pour le moment. Et les équipes centrales, donc c'est savoir, je dirais, travailler tout simplement ensemble, et puis également adapter ces styles de communication en interne comme en externe d'ailleurs, avec les différentes équipes ou les différents clients en externe. Albert Asseraf, ce travailler ensemble, vous m'avez parlé de transversalité, donc vous avez mis en place un mode collaboratif. Hein, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce mode collaboratif que vous avez installé? Sur la thématique de l'innovation? Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de voir l'innovation. Ou bien on se dit, on va travailler massivement sur l'innovation produit, et on concentre les efforts sur ce sujet. C'est indispensable dans toutes les entreprises que nous représentons ici, mais nous, on a toujours eu le sentiment que l'innovation doit venir absolument de toutes les dimensions de l'entreprise. Et c'est une erreur de penser que, je ne sais pas moi, la finance, l'exploitation, le commerce, la manière de parler à un client, la manière de concevoir une campagne de communication ne sont pas des leviers d'innovation majeurs. Et donc, c'est en cela que nous avons constitué un fonctionnement autour de la collaboration, autour de la participation, pour que chacun des milliers de collaborateurs de JCDecaux puisse exprimer une innovation qui lui vient à l'esprit et qui peut concerner des domaines qui sont très loin du mien, par exemple sur le marketing produit ou sur la stratégie. Et ces collaborateurs, si tant est qu'ils sont retenus pour l'innovation, sont récompensés, tout ça est connu de l'ensemble de l'entreprise. Et donc, ce qu'on appelle cette innovation un peu bottom-up a montré qu'on peut gagner beaucoup en visibilité, en productivité sur de très nombreux sujets. Et c'est en cela qu'on a constitué un comité d'innovation qui réunit toutes les directions générales de l'entreprise et dont l'objectif est de traiter absolument tous les segments, tous les sujets de la société. Xavier Louillot, on revient vers vous, parce que vous m'avez aussi dit ne pas pouvoir innover sur tout et de travailler avec des entreprises innovantes. Vous avez cité Microsoft, un designer tel que Mathieu Lehanner. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de s'ouvrir aux autres pour innover ? Parce que c'est travailler, tout d'abord c'est travailler ensemble, et puis je pense qu'également chaque entreprise a un cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, c'est évidemment l'hôtellerie. Donc l'innovation, ça peut également s'exprimer par des collaborations, donc avec soit des sociétés spécialisées dans des domaines qui vont au-delà de nos cœurs de métier, ou via des collaborations avec des esprits qui peuvent d'ailleurs être inspirés par les marques que vous accompagnez, mais ça peut être également fait via des acquisitions, justement pour enrichir justement l'expérience technologique. Je pense qu'un bon exemple chez nous, c'est le 30 octobre. Nous avons donc
intégré Wipolo, qui est un compagnon de voyage, une start-up française. Et pour nous, c'est un exemple concret d'ouverture sur innovation avec des partenaires au-delà de notre cœur de métier. Philippe Cahen, vous qui pensez qu'il faut remplacer le mot marketing par un autre, vous m'avez dit que la clé pour innover, c'était en remettant de l'humain. C'est cela ? Oui. Oui, remplacer le mot marketing parce qu'il est complètement galvaudé. Je veux dire, celui qui a été créé par Cutler dans les années 60, ça n'a plus de rapport avec ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut un autre mot. Et puis quand on regarde le passé, bien sûr, le passé ressemble à une ligne droite, mais le futur n'est pas une ligne droite. On parlait tout à l'heure de marketing de masse et de marketing individualisé. Cette notion de marketing individualisé, ça montre bien une chose importante, c'est que l'homme n'est pas un logarithme. Un algorithme, pardon. L'homme n'est pas un algorithme, c'est-à-dire qu'on peut savoir ce qu'il va faire et là on va influencer non pas sur le marketing, mais sur la promotion des ventes, l'acte d'achat, etc. Mais pour moi, ce n'est pas du marketing. Mais ce qu'on vient de décrire à ma droite comme à ma gauche, c'est de mettre en valeur l'imagination, la sensibilité des individus. Et là, on est dans quelque chose qui dépasse l'algorithme qu'on nous a décrit dans la première partie de cette réunion. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Laisser parler toute cette imagination. Christian Gattard, pour vous, donc, pour comprendre comment innover, il faut replonger dans l'histoire de l'humanité, rien que ça, hein, c'est quand même assez ambitieux, et de ne pas oublier de responsabiliser les humains. Moi, j'aime bien cette expression, responsabiliser les humains. Quand on est un conglomérat, on fait comment? Parce que ça devient un peu compliqué de responsabiliser des individus quand on est une énorme entreprise. Je crois qu'on a commencé ce matin avec Carlo à répondre à ça. Je pense qu'il y a dans l'espace qui vient et dans les temps qui viennent, il y a des ruptures qu'on a bien pointées du doigt. La première, c'est la réévaluation de l'individu. Alors bien sûr, l'individu, on en parle depuis la Renaissance, depuis le siècle des Lumières et à son émergence. Simplement, aujourd'hui, on commence à avoir les moyens, avec les technologies dont on parlait ce matin, dont tu viens de parler, hein, on va avoir les moyens de respecter la créativité personnelle de chacun, c'est exactement ce que tu viens de dire, avec la possibilité de donner à chacun une réponse à une question qui va devenir de plus en plus importante, qui est, en anglais, c'est le « what's in it for me » hein, et moi là-dedans, où est-ce que j'en suis? À quoi je sers moi? Et dans tout le processus, qu'on soit dans un conglomérat ou dans une start-up, à chaque fois, il y a cet enjeu essentiel de la prise de conscience que l'on fait partie de l'espèce humaine et qu'on a son rôle à jouer dans l'espèce humaine. Donc ça me paraît extrêmement important. Et le discours de Google qui insiste sur le fait, ou ce que tu viens de dire Philippe, sur le fait qu'on va individualiser la relation avec les clients, me paraît être une réponse. Et puis le deuxième point, c'est que dans un conglomérat, chacun est le client de l'autre. Dans les grandes entreprises, chacun est le client de l'autre. Nous sommes là, tous les 5 clients les uns des autres, à nous renvoyer la balle, à nous poser des questions sur nous-mêmes et à enrichir notre débat de cette façon-là. Ça me paraît la grande opportunité de demain. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans la rencontre entre une sorte de technologie et de spiritualité. Ça, c'est un débat qu'on pourrait prolonger. Alors, renvoyons la balle à Philippe Cahen. On va voir qu'on a un robot avec nous, et pour vous, cette vision robotisée de la société, ça risquerait de nous empêcher d'avoir des sentiments et de comprendre nos humains de clients. Est-ce que j'ai bien résumé une petite partie de votre pensée? Oui, je vais essayer de prendre un aspect très simple. On est en train de rentrer dans le robocène. Je passe à l'étape précédente. En gros, les armées de Napoléon se déplaçaient à la vitesse des armées d'Alexandre le Grand. Donc pendant 21 siècles. C'était ce qu'on appelle l'Holocène, l'époque où la nature dominait l'homme. Et puis, avec la machine à vapeur, on a eu l'homme qui a dominé la nature, la machine à vapeur de James Watt, fin du XVIIIe. Et là, on est en train d'entrer dans une autre époque, donc cette époque où l'homme domine la nature, c'est donc l'Anthropocène, anthropologie, l'étude de l'homme. Et là, on arrive dans une époque où la machine se rapproche de l'intelligence de l'homme. Est-ce qu'elle le dépasse? C'est en train de se faire en ce moment.
Or, à ce moment-là, on pourrait imaginer que tout le monde devient des robots ou des cyborgs. Moi, j'en sais rien. Il y aura des spécialistes de la science-fiction qui sont là pour ça. La différence, elle est justement dans ces éléments d'intuition, d'émotion, etc. Un simple exemple, c'est pour ceux qui ont vu le film Her de Spike Jonze avec Scarlett Johansson, qu'on ne voit pas. C'est l'iOS, le système de l'ordinateur. Elle parle, elle s'adresse à nous. Et aux 2 tiers du film, faites attention, elle dit « Là, je m'arrête, parce que je ne comprends pas l'émotion. Je ne sais pas ce que c'est que l'émotion. Jusqu'à présent, les algorithmes me permettaient de savoir exactement ce que toi, tu allais manger comme pizza ce soir, en fonction de ce que tu avais fait dans le restaurant que tu allais rentrer, dans lequel tu étais rentré, etc. » Et c'est là où il y a cette différence énorme. Et on entre dans une époque où la formation va être sur ces sciences molles, sur l'émotion, la créativité, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a un phénomène qui n'est pas connu aujourd'hui, mais pour faire médecine, on peut avoir fait philo. Ça vient de débuter. On n'est plus en train de faire cette fameuse année, cette première année qui est un véritable concours avec 5 ou 10% d'admis. On peut avoir fait philo pour faire médecine. Donc on entre dans une époque où cette science molle, cette science de l'appréciation des gens, cette humanité, etc., devient de plus en plus importante. Et là, il y a une richesse qui est formidable. Alors, Christian Gattard, on va développer une autre idée. Vous m'avez dit, l'avenir, c'est la médiation. En quoi cette médiation va-t-elle être fondamentale dans le marketing des futurs? D'abord, parce que la médiation, c'est une tentative permanente de réconciliation. Je pense qu'une grande attente, un des grands enjeux dans les temps qui viennent, c'est d'essayer de réconcilier les contraires, de réconcilier les fractures numériques, les fractures de violence, les fractures sociétales en général. Dans cette idée de réconciliation, le marketing du futur va certainement devoir faire une médiation entre la production et la consommation, entre les attentes et les besoins. C'est probablement une sorte de philosophie du marketing à appliquer en opposition par rapport à ce que 95% des livres et des films de science-fiction aujourd'hui qui nous annoncent une dystopie, une espèce de futur noir et une apocalypse. La démarche de médiation, un peu comme celle de l'avocat entre le bourreau et la victime, la médiation de prise en charge de toutes les contradictions du monde d'aujourd'hui est certainement un des enjeux du marketing qui va bien entendu au-delà de la simple production d'objets, de produits ou de services, mais dans une philosophie du monde. Alors moi, je me dois d'accélérer parce que le marketing, ça accélère beaucoup. Philippe Cahen, on va revenir à notre robot, là, j'aime beaucoup. Vous m'avez parlé de QI, hein, on sait tout ce que c'est, de QE, alors bon, on imagine ce que c'est. Quid du QE? Alors d'abord, vous pouvez peut-être nous définir ce que c'est que le QE? Oui, le QI, c'est le quotient intellectuel, le QE, c'est le quotient émotionnel. Alors en quoi ce QE est un élément clé de l'anticipation aujourd'hui? C'est celui qui nous permet de créer les choses. On est dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'opportunités à créer des produits, des services, etc. C'est vraiment extraordinaire parce que tout est ouvert. Tout bouge tellement vite que tout est ouvert. Or, la création et la créativité, elle vient plus du QE que du QI, du quotient intellectuel. Elle vient de ce coefficient émotionnel. Et il faut l'entretenir, il faut l'enrichir, il faut le développer. Et c'est là où l'entreprise trouve ses nouveaux produits, ses nouveaux développements. Alors, avec ces nouveaux besoins, Christian Gattard, ça sera quoi demain les meilleures écoles du marketing du futur? D'abord, très simplement, la culture générale, c'est-à-dire la lecture de la fiction, d'aller au cinéma, de voyager, de parcourir le monde pour essayer de comprendre ce qui se passe, et pour essayer de comprendre quelles sont les tensions et les résolutions, les fractures dont je parlais, mais aussi les sutures qui sont fabriquées de cette façon-là. Donc l'école de la vie, tout simplement, elle est absolument essentielle. Dieu sait si on reproche aux gens dans les directions des entreprises ou même dans le marketing d'être coupés de la vie réelle. Donc c'est ce retour à la vie réelle qui me semble une nécessité, mais une évidence aussi.
Pour vous aussi, Xavier Louillot, rester les pieds dans le monde qui nous entoure, c'est cela, avoir la tête dans les futurs du marketing? Oui, enfin, je vous rejoins complètement. Quelque chose pour moi qui est très important par rapport à votre question, c'est effectivement de rester en contact avec le monde qui m'entoure. Souvent, on entend des créateurs de mode qui parlent de l'importance de ce qui se passe dans la rue. Moi, je pense que de rester en contact en fait avec la rue est quelque chose qui est essentiel pour moi au niveau de mon environnement de vie versus mon environnement, je dirais purement professionnel. Oui, ça me paraît très important. Oui, très. Albert Asseraf, dans cette idée de futur, vous m'avez dit une chose étonnante. Le timing, c'est la clé du succès. Car selon vous, il ne faut jamais avoir raison trop tôt. C'est cela? Vous avez des exemples en tête? Oui, alors ça peut paraître un peu brutal de dire ça, mais c'est juste, nous on pense qu'avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Parce que c'est qu'on n'est pas au bon moment dans son marché, dans son analyse, et que donc on sort un produit, un service, ce qu'on veut, mais pas au bon moment. Alors vous me demandez un exemple, alors malheureusement, je vois enfin malheureusement, tant mieux, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, mais moi celui qui me vient à l'esprit et qui est le plus flagrant, c'est de sa génération, c'est Bebop. Quand France Télécom a sorti le premier téléphone et il fallait se trouver sous un réverbère identifié pour pouvoir passer un appel et en aucun cas en recevoir, en effet, c'était de mémoire à l'époque 500 millions de francs, pour vous dire que c'est pas récent, d'investissement. Mais le téléphone mobile n'était pas apparu visiblement dans les perspectives des ingénieurs. Et donc la durée de vie a été extrêmement courte. Mais c'est vrai qu'ils ont eu raison, mais trop tôt. C'est-à-dire qu'ils avaient vu quelque chose, mais ils ne l'ont pas lancé au bon moment. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore au meilleur niveau de maturité. Nous, on l'a beaucoup fait sur les écrans digitaux qu'on a installés en particulier, par exemple chez Aéroport de Paris. On a beaucoup attendu avant d'installer, nous, nos premiers écrans digitaux un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux conditions qui n'étaient pas réunies, la qualité technologique et le prix. Tous les autres l'ont fait avant nous. Tous les autres se sont trompés. C'est pas qu'on on n'aurait pas dû le faire plus tôt, c'est qu'on s'est dit, les deux conditions ne sont pas réunies, la durée de vie de ces écrans ne sera pas suffisante pour atteindre ces objectifs. Et donc la prudence, parfois, est aussi une forme de vision prospective. Alors on pourrait continuer longtemps, mais il faut quand même essayer de conclure cette première table ronde avant d'éventuellement prendre des questions. Alors on va laisser la conclusion à nos deux prospectivistes. Alors, Christian Gattard, quel est selon vous le secret de Philippe Cahen qui lui permet d'avoir une bonne vision du marketing du futur? Il fait comment d'après vous? Il plonge une fois par mois dans le monde réel à la recherche des signaux faibles, tel Sherlock Holmes, avec ses instruments de navigation, et il remonte de sa pêche des perles, des objets rares et précieux qu'il d'ailleurs met à notre disposition pour que nous puissions nous-mêmes réfléchir à la valeur personnelle de ces signaux faibles, comment ils nous parlent à nous. C'est ça que j'aime beaucoup dans sa démarche. Et pour vous, Philippe Cahen, c'est quoi la bonne idée de Christian Gattard pour voir ces fameux signaux du futur qui nous intéressent tous? Il parcourt le monde, c'est ce qu'il a dit. Il parcourt le monde, il est toujours en voyage dans le monde et il voit des choses nouvelles. Et rester que sur la France, ce serait vraiment se priver de beaucoup d'informations et de l'évolution du monde d'ailleurs. Voilà, ça c'est quand même une belle conclusion. Je vous remercie à tous les quatre. En tout cas, de voir qu'effectivement, on est passé très rapidement ce matin de la technologie à l'humain. Merci. Merci beaucoup à nos intervenants. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? On peut le faire très rapidement. S'il y a quelqu'un qui lève la main tout de suite, on va le prendre. Sinon, on va enchaîner. Oui, non, oui, oui, oui. Bonjour. Rapido, oui. Moi, j'avais une question pour Xavier Louillot. Je voulais savoir quelle part prendra le marketing digital dans cette transformation numérique que vous avez lancée. Je n'ai pas entendu, pardon. Pardon, je vais répéter. Quelle part prendra le marketing digital dans votre transformation numérique chez Accor? Est-ce que ça va être une priorité? Est-ce que ça va être Oui, important? absolument, c'est une priorité. C'est une priorité. Pour nous, ça représente un investissement sur 5 ans de 255 millions d'euros. Donc, c'est une priorité totale.